Pour cette dernière séquence de l'événement, enfin avant la conclusion qui sera faite par Guillaume, je vous propose d'écouter un témoignage d'étudiant. Et pour ça, j'appelle à me rejoindre Mathéo Brel, étudiant et président du collectif, enfin du KLIF. Bonjour Mathéo. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer puisque c'est ce qu'on fait d'habitude. Pas de souci. Donc Mathéo, pardon, j'avais oublié. Euh, Tu es étudiant. Est-ce que tu veux peut-être te présenter un petit peu, nous dire où tu étudies et nous parler de ton engagement au sein du KLIF du coup? Tout à fait. Du coup, j'ai fait un bachelor en biotechnologie à l'Institut Subiotech de Paris et je continue maintenant vers un diplôme d'ingénieur à l'école de biologie industrielle. Donc j'ai commencé mon engagement étudiant associatif à Symbiose, qui est l'association LGBT de Subiotech, avant de rejoindre après le KLIF, puisque Symbiose en faisait partie. Et du coup, pour continuer mon engagement, mais cette fois au niveau régional. Ok, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce qui t'a amené à t'engager au sein du KLIF en fait? Parce que, enfin, comment t'as connu, comment tu t'es engagé et pourquoi? D'abord, du coup, j'ai connu grâce à Symbiose, du coup, qui faisait partie du conseil d'association du KLIF. Et du coup, ça m'a permis de découvrir les enjeux et à quel point, en fait, en tant qu'étudiant LGBT, on avait notre voix à prendre et qu'on pouvait être présent sur, que ce soit au niveau régional, puisque du coup, l'association est régionale, mais dans l'univers associatif et même parfois politique de la région et même du pays. Et au cours de tes études, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce que tu penses du climat de l'inclusion LGBTQIA+, pendant tes études? Est-ce que c'était plutôt LGBT friendly? Est-ce que c'était plutôt compliqué? Est-ce que tu as été témoin de LGBT-phobie ou comment ça se passait globalement? J'ai eu beaucoup de chance d'avoir fait deux établissements qui étaient très inclusifs. Mais c'est quelque chose qui n'est pas le cas partout, vraiment. On a des retours d'écoles où ça peut se passer mal, voire très mal. Donc oui, c'est une chance d'avoir suivi. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi, surtout au niveau en fonction des filières. Par exemple, nous avons plusieurs écoles ou fac de bio où ça se passe très très bien. Mais par contre, quand on passe en informatique ou en ingénierie en général, c'est plus compliqué. Ouais, je me doute. Euh, Je reprécise juste que le KLIF, du coup, c'est le collectif des associations étudiantes LGBT+, d'Île-de-France, pour qu'on comprenne tous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que vous faites au KLIF? Est-ce que vous faites des actions? Est-ce que vous faites des conférences? Est-ce que vous intervenez? Enfin voilà, un peu ce que fait le KLIF. Tout à fait. Du coup, le CALIF fêtera l'année prochaine ses 25 ans. Donc, du coup, dans ce quart de siècle-là, on a pu faire quand même pas mal de trucs. Euh, Notamment, on a fait en 2020 un baromètre sur les LGBT-phobies dans l'enseignement supérieur et la recherche, que l'on va refaire cette année. Voilà. On a aussi pu faire des conférences, notamment sur le chemsex. Nous avons pu faire des campagnes d'affichage sur les campus, ça remonte il y a quelques années. Euh, on a fait et on va reprendre des formations sur les campus, à la demande des campus et d'administration, sur les questions LGBTQIA+. Mais on organise aussi des événements plus festifs pour permettre aux étudiants de nos associations membres de se retrouver et de créer du lien dans la joie, puisque c'est très important. Et est-ce que tu trouves que les actions du KLIF sont reçues avec enthousiasme et enfin, avec un accueil favorable en général? Notamment par je sais pas, des étudiants qui n'ont pas l'habitude de parler de ces sujets-là, mais qui attendaient justement en fait d'entendre parler des sujets d'inclusion LGBT. Là-dessus, au niveau de lien avec les étudiants, ça va plus passer par les Hmm. associations étudiantes en Ouais, elles-mêmes, puisqu'on oui, oui. on essaie vraiment de les mettre en avant sur les campus, puisque ce sont leurs pairs directs. Donc voilà, mais oui, dans l'ensemble, ça dépendra en fonction bien sûr des études, des écoles, des étudiants, etc. Mais ça se passera plutôt bien. Donc c'est surtout en fonction de certaines administrations, de certains
certaines et même administrations qui, elles, ça pose plus de problèmes. Mais sinon, dans l'ensemble, même au niveau des institutions, comme la ville, le Sénat, ou même des associations dont on fait partie, etc., où en fait le climat en général est quand même plutôt favorable. Donc ça va même si on commence à voir, comme on a pu le dire toute cette matinée, un peu un mimétisme de ce qui se passe aux États-Unis, notamment au niveau politique, même au niveau budgétaire. On quand même on note un bon environnement quand même. Ok. Je voulais d'abord, en fait, je voulais le dire au début, mais te remercier et remercier le CAELIF en fait pour avoir contribué au guide jeune, puisque toi, Mathéo, tu as contribué, mais je pense aussi à Com, à Inès, à Victor du CAELIF qui ont tous et toutes participé. On retrouve certains de vos témoignages, donc des tiens sur Com, Inès, etc. dans le guide. Donc merci parce que du coup, ça nous a permis de faire un guide plus proche de la réalité aussi grâce à vos interventions. Sur le guide jeune, justement, on apprend, et on en a parlé tout à l'heure dans le guide jeune, et grâce aux chiffres en fait, de l'enquête parcours jeune, qu'un jeune sur trois choisit son établissement en fonction de l'engagement en faveur des personnes LGBTQIA+, entre autres. On considère un établissement inclusif lorsqu'il met en place l'utilisation d'un prénom d'usage, des sessions de sensibilisation régulières, des dispositifs de signalement efficaces, etc. Selon toi, qu'est-ce qui rend un établissement inclusif? Enfin, quels sont les indices qui te permettraient de dire, OK, je suis dans un établissement qui connaît le sujet et qui s'engage dessus? Je pense déjà un point primordial, ce qu'on a pu évoquer, parce que les représentants des établissements ont pu évoquer avant, c'était surtout en fait, de le montrer, de le communiquer, que vous faites des choses, c'est très important, puisque parfois les étudiants peuvent avoir tendance à se sentir éloignés de leurs administrations ou pas en lien avec celle-ci. Et en fait, donc l'afficher visiblement, c'est très important pour leur permettre de se dire je peux créer ce lien et ce lien peut exister. Donc ça, même si certains pourront peut-être penser que ça peut ressembler à juste de la com, en fait, au niveau de comment les personnes se sentent et vivent sur les campus, ça peut être très important. Et surtout, les établissements ont un rôle d'exemple. Et l'administration a un rôle d'exemple puisque c'est un peu elles qui font la loi presque sur les campus. Mais voilà, elles ont quand même un pouvoir important. Et donc, leur, en fait, la banalisation de l'inclusion, donc le fait de dire que c'est normal et qu'on doit faire ça, ça permet vraiment de montrer l'exemple et de combattre l'indifférence. Tout à fait, je suis d'accord. Dans l'enquête parcours jeunes, donc qui est citée dans le guide, on voit que donc les jeunes LGBTQIA+ ou non d'ailleurs ont vraiment une grosse appréhension au regard de leur entrée dans le monde du travail. Mais on voit aussi qu'ils ont des attentes. Dans ce qu'on voyait dans l'enquête parcours jeune et donc dans le guide, c'est que dans le classement de leurs attentes, on voit qu'en première position, on a pour un employeur de proférer des sanctions en cas de LGBT-phobie, donc au sein d'un employeur, on a 58%. Les jeunes veulent également l'égalité dans les procédures RH, des actions de prévention menées par l'employeur, la reconnaissance et l'utilisation de prénoms d'usage, l'existence de toilettes non genrées par exemple, etc. Donc ma question c'est que en tant que futur diplômé, qu'est-ce que tu attends en fait d'un employeur, que ce soit une entreprise, une administration, peu importe, et peut-être si tu as déjà fait des stages ou une alternance ou un apprentissage, qu'est-ce qui t'a permis d'être rassuré ou de pas l'être justement? Enfin, quels sont les éléments qui te rassuraient en tout cas dans le monde pro en général? Bah, déjà, je pense que toutes ces attentes qui ont été dites sont réelles, puisque du coup, elles permettent aussi de passer outre le fait de se dire que c'est peut-être juste de la com ce que l'entreprise ferait, puisque c'est un sentiment qui peut quand même exister, de se dire est-ce que c'est pas juste pour attirer les gens, mais que derrière il n'y a rien. Donc en fait, l'existence des sanctions, etc., c'est des choses qui sont fondamentales. Et oui, j'ai pu réaliser, j'ai eu la chance de réaliser plusieurs stages, et c'est quelque chose où en fonction ça dépendra des entreprises, mais c'est par exemple le fait qu'il n'y ait pas de toilettes genrées ou ce genre de choses, c'est des choses où on se dit ah, il y a peut-être eu cette réflexion qui a déjà été faite dans l'entreprise, et du coup l'entreprise est potentiellement ouverte. Néanmoins, je vais rejoindre ce que j'ai dit juste avant, c'est
sans soutien explicite et affiché des employeurs, quand on est surtout sur les plus petites structures, ce genre de choses, c'est assez, ça peut vraiment engager la retenue par peur, par exemple, de jugement ou de malaise vis-à-vis de juste exprimer sa vie, dans la pause café, etc. Et donc ça peut vraiment créer de la distance avec les collaborateurs, avec l'environnement de travail en général. Donc pour moi, la communication, c'est très important. Tout à fait. On voit également au sein du Guide Jeune, donc toujours un peu sur le passage dans le monde pro, beaucoup de recommandations donc pour nos trois cibles, donc les étudiants, les établissements de l'enseignement supérieur et les employeurs. Donc pour les établissements, en particulier pour le passage dans le monde pro, on recommande aux établissements de privilégier en fait euh, des employeurs inclusifs pour ensuite les recommander en fait aux étudiants qui chercheraient un stage, une alternance ou un premier emploi. Et on leur recommande même carrément de pourquoi pas mettre dans leur convention de partenariat qu'ils ont avec les entreprises avec lesquelles elles sont partenaires une clause euh, sur le sujet de l'inclusion en fait pour exiger en fait que les entreprises avec lesquelles elles sont partenaires soient engagées sur le sujet. Est-ce que tu penses que les établissements de l'enseignement supérieur ont un rôle à jouer dans l'orientation des futurs diplômés euh, pour les conseiller, etc. Ou est-ce que ils se débrouillent? Tout à fait, surtout dans le monde actuel où pour les jeunes diplômés, ça peut être dur de rentrer dans le monde du travail. Euh, il est quand même assez. Les entreprises qui vont être affichées par l'école vont être les premières vers lesquelles ceux-ci vont se tourner, puisque ça va être spécialement plus facile de se tourner vers elles. Donc, entre guillemets, faire le tri, ou entre mettre de côté les entreprises où il y a eu des problèmes dans le passé, ça se fait dans certaines écoles qu'on connaît, par exemple, ou en mettant en avant celles avec lesquelles il y a des relations sur l'inclusion, ou par exemple en signant des clauses, etc. C'est vraiment très important pour les jeunes pour savoir être confiants dans les entreprises qui leur sont proposées. Et ça peut aussi permettre aux entreprises de avoir un lien privilégié justement avec leurs futurs employés et donc, pouvoir aussi se vendre elles plus facilement ou en tout cas attirer plus de talents. Oui, tout à fait. Très bien. Pour conclure cette séquence, sur l'inclusion LGBTQIA+, dans l'enseignement supérieur et dans le monde professionnel, je voulais te demander si tu étais plutôt optimiste ou plutôt pessimiste pour les 2, 5, 10, 15 prochaines années. Euh, voilà, peut-être avec une lueur d'espoir. Tu nous dis. Euh, c'est vrai que les circonstances politiques actuelles ne sont pas des plus rayonnantes, on va dire. Et surtout, on voit que des combats que l'on pensait gagner sont voilà, mis en péril, vraiment, ou au moins sont remis sur la table. Ça peut être assez décourageant. Néanmoins, on note quand même que notre société a rarement été aussi ouverte et inclusive, comme on l'a dit avec la pop culture, mais aussi dans simplement le fait que on est plus visible en tant que communauté, donc il y a moins cette peur de l'inconnu, et ce qui fait que dans l'ensemble, la communauté est quand même plus valorisée et visible, ce qui fait que nous devons continuer pardon, nous devons essayer de poursuivre ça et se battre pour que ça reste le cas, puisque ce serait très triste sinon. C'est clair. Est-ce que tu peux nous reparler très rapidement du coup des prochains événements à venir pour le KLIF, pour l'anniversaire, etc. Qu'est-ce qui est à venir pour le KLIF? Beaucoup de choses. Euh, Par exemple, on a, du coup, j'ai parlé il y a pas longtemps, juste avant du baromètre, où du coup, on va essayer pour les 5 ans de celui-ci, d'en refaire un afin d'évaluer les consensus sur des questions, etc., par rapport à il y a 5 ans, parce que beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Mais on a aussi des projets on a aussi des projets, par exemple, de recherche auxquels on a participé, qui vont bientôt être publiés, notamment avec l'Onde, dont on a pu parler précédemment. Euh,
Voilà, sinon, on a des projets avec, par exemple, l'Université de Paris-Saclay sur des moyens de sensibilisation des étudiants, etc., à la fois par des formations et même aussi dans les milieux festifs. C'est des projets qui sont en cours actuellement qu'on est en train de développer. Et puis oui, on est en train de prévoir du coup je ne sais pas si on annonce un gala pour l'année prochaine pour nos 25 ans. On est en train de travailler. Mon trésorier est en train de me fusiller du regard. Très bien, bah, de belles perspectives donc. Tout à fait. Mathéo, merci d'avoir accepté du coup l'invitation pour cette Merci à toi. séquence. Et merci à toi et donc au KLF en général pour votre participation au guide jeune. Merci beaucoup à l'atmosphère.